Merci beaucoup, Monica. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux pour célébrer en quelque sorte cet objet exceptionnel, ce livre d'heures acquis par François Ier auprès d'un marchand en 1538, qui n'est pas seulement un objet extraordinaire en lui-même, mais l'incroyable survivant de ces collections princières et royales du XVIe siècle, dont il ne reste pratiquement rien, ou quelques objets qu'on peut compter sur les doigts des mains. Donc l'existence de cet objet qui, d'une certaine manière, matérialise toute une production que nous ne connaissons plus que par les documents d'archives aujourd'hui, est tout à fait extraordinaire. L'occasion aussi pour vous le présenter l'est tout autant, puisque je crois que c'est la première fois que nous présentons ici un objet qui ne nous appartient pas, qui n'est pas encore rentré dans les collections nationales, puisque, comme Monica l'a dit et comme vous le saviez déjà sûrement, nous sommes en train de tenter d'en faire, grâce au public, l'acquisition pour qu'il retrouve en quelque sorte ce qui est sa résidence naturelle, le Louvre, et qu'il regagne ainsi le sein des collections royales qui, vous le savez, constituent le noyau de notre musée. Alors, de quoi s'agit-il? D'un livre d'heures, du petit livre, comme nous l'appelons entre nous. Donc, vous voyez, je vous mets 1 centimètre à côté pour que vous voyez effectivement que c'est un tout petit objet qui tient dans la paume de la main et qui tient autant du bijou, de l'accessoire de mode que du livre. C'est un livre d'heures, donc un ouvrage de piété, je vous en dirai un mot tout à l'heure, mais c'est surtout un extraordinaire objet en or, orné de pierres précieuses, de rubis et de turquoise, et de ces 2 grandes cornalines qui ornent la reliure. Je vous montre simplement ceci rapidement. Vous voyez, de chaque côté, ça c'est le dos. Et signé d'un pendentif qui est visiblement conçu pour accompagner, ou en tout cas être assorti à ce livre d'heures. Alors, nous reviendrons en détail sur cet objet lui-même, mais peut-être la première chose par laquelle il est absolument remarquable, c'est qu'on connaît toute son histoire et qu'il est passé par une quantité de mains, de collections, de personnages qui forment une galerie assez extraordinaire. Il a été acquis par les propriétaires actuels, en tout cas la famille actuelle, dans une vente à Londres en mars 1942. Donc sous les bombes allemandes, la vie continue à Londres comme vous le voyez, et c'est dans ce contexte que dans une vente chez Sotheby's a été proposé à la vente ce livre accompagné donc du pendentif. Il provenait, c'était la vente après décès en quelque sorte, de Lord Rothermere, que voilà, qui est un magnat de la presse britannique, qui possédait surtout des journaux très populaires comme le Daily Mirror, le Daily Mail, et qui a eu comme particularité assez sinistre d'être le plus grand et presque le seul supporter d'Hitler en Grande-Bretagne. Ces journaux se faisaient le porte-parole des nazis en Angleterre, et ça allait assez loin puisqu'il a même envoyé un télégramme personnel de félicitations pour l'annexion de la Tchécoslovaquie, donc c'était vraiment des convictions assez fortes. Ce tycoon, comme on dit, a eu le bon goût de quitter l'Angleterre même avant le début de la guerre, et il est mort aux Bermudes en 1940. Donc c'est dans ce Londres dévasté par les effets de cette guerre que ce petit livre a changé de main. Lui-même l'avait acquis à l'occasion de la vente d'une autre collection, d'un personnage également controversé et haut en couleur, qui est Almina Herbert, comtesse de Carnarvon. Alors cette Almina, en fait, était la fille d'une Française, sûrement une aventurière en Angleterre, comme toujours, qui s'appelait Marie Boyer et qui avait épousé un militaire anglais. Mais ce militaire n'était pas son père était Alfred de Rothschild, le directeur de la Banque d'Angleterre.
ce qui lui a permis de recevoir une dot absolument énorme quand elle s'est mariée, et évidemment d'épouser le comte Carnarvon, qui avait bien besoin de rétablir ses finances. Elle a été l'héritière, ensuite la seule héritière de cet Alfred de Rothschild, dont je vous dirai un mot. Pour la petite histoire, ceux qui aiment les séries télévisées, Downton Abbey, la série anglaise, est tournée dans la résidence des Carnarvon, qui s'appelle Highclere. Et une partie du roman dont est tirée cette série, en fait, est inspirée de la vie d'Almina, comtesse Carnarvon. Elle est évidemment, son nom évidemment vous dira quelque chose, puisque c'est grâce à son argent et donc à l'argent d'Alfred de Rothschild que Lord Carnarvon finançait les fouilles de Howard Carter dans la Vallée des Rois, qui ont conduit, comme vous le savez, à la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922. Almina n'était pas présente à l'ouverture de la tombe, à la différence de son mari et de sa fille, mais elle les a rejoints en 1923, en mars, je crois, et en avril, elle revenait avec Lord Carnarvon dans un cercueil pour Londres, ce qui n'a pas dû lui causer un chagrin immense, puisque quelques mois après seulement, elle se remarie avec un homme qu'elle entretenait de toute façon depuis des années, et ce qui a conduit à la vente sous son nom d'ailleurs de nombreux objets qui venaient de la collection d'Alfred de Rothschild. Donc c'est en 1925 que Almina met en vente cet extraordinaire objet. Alors, disons un mot de son père, de cet Alfred de Rothschild, donc, qui est simplement fait une carrière sur la voie royale de la banque. Il est associé à la banque Rothschild à Londres et, par un calcul assez évident de l'administration, nommé directeur de la Banque d'Angleterre à l'âge de 26 ans, un poste qu'il va occuper presque toute sa carrière. Alors, on n'est pas tout à fait certain qu'Almina soit sa fille, parce que, en fait, on ne lui connaît aucune relation féminine hors de cette fille qu'il a reconnue, et il semble qu'il ait reconnu cette fille surtout pour qu'on lui fiche la paix sur sa vie privée. Voilà. Donc, encore une autre couche. En tout cas, c'est lui donc, qui lui transmet cette fortune. Il construit une résidence néo-18e extraordinaire à Holton, où il met sa collection de peintures, surtout de la peinture du 18e, enfin ce que collectionnent les gens fortunés de son époque. Une passion qui lui coûtera son poste, ce qui est quand même assez rare, puisqu'il avait acheté, je crois, un Gainsborough pour une somme importante, mais le vendeur lui a dit qu'il l'avait payé lui-même très cher et qu'il ne pouvait pas lui vendre moins. Alors, Alfred de Rothschild, directeur de la Banque d'Angleterre, est allé vérifier dans les comptes du marchand et a vu que ce n'était pas vrai. Et a commencé à dire partout qu'on l'avait escroqué, que ce type l'avait payé très peu cher, etc. Et évidemment, quand le conseil d'administration a appris cela, ils l'ont mis à la porte. On ne sait pas exactement comment, à quelle date Alfred de Rothschild en devint le possesseur, peut-être directement des héritiers de Horace Walpole. Et là, nous voici déjà au XVIIIe siècle. Donc, le comte d'Oxford, un aristocrate, dilettante, écrivain, l'auteur du premier roman gothique, Le Château d'Otrante, dans les années 1770, et surtout grand collectionneur. À côté de Twickenham, il fait restaurer, amplifier et transformer cette résidence de Strawberry Hill, qui existe toujours et qui vient d'être restaurée, comme vous le voyez à l'image, en style néo-gothique. Donc c'est peut-être un des premiers bâtiments, si ce n'est le premier bâtiment néo-gothique de l'histoire de l'architecture, c'est ce Strawberry Hill d'Horace Walpole, qui dans ce village installe aussi une imprimerie qui va diffuser à la fois ses écrits et des traductions qu'il fait faire de textes d'auteurs classiques, etc. Nous avons une description faite par lui, donc comme une sorte de guide de sa propre maison, imprimée très luxueusement sur les presses de son imprimerie personnelle, en 1774, qui nous décrit le contenu de ce petit château. Et au sein de ces collections, la pièce la plus importante était la tribune. Tribune est un mot qui vient évidemment des offices à
à Florence, donc qui est comme le sanctuaire de toute collection. Et vous voyez d'ailleurs que Horace Walpole, qui a conçu lui-même ce décor avec assisté de divers architectes, en fait une espèce de chapelle, vraiment comme une espèce de sanctuaire, avec au fond cette petite armoire qui contenait les joyaux de sa collection, pas notre livre, mais sa collection de portraits historiques, des miniatures de Hilliard, des Camée, etc. L'armoire qui est aujourd'hui conservée au Victoria and Albert Museum à Londres. Et dans cette description, dont vous voyez ici une deuxième édition qui est de 10 ans postérieure, on voit dans la tribune, donc dans une fenêtre, dans l'embrasure d'une fenêtre, dans une vitrine, je traduis un magnifique missel avec des miniatures par Raphaël et ses disciples, sertis en or et ornés de rubis et de turquoise. Les côtés sont des cornalines qui sont gravées de sujets religieux. Sur le fermoir, un gros grenat qui, lui, malheureusement, a disparu. Donc c'est cette description qui va nous permettre, même jusqu'au XVIe siècle, de reconnaître toujours ce livre avec ces deux grandes cornalines qui ornent les plats de la reliure. Et, ajoute-t-il, ce livre précieux appartenait à Claude, reine de France, femme de François Ier. Donc c'est très intéressant de voir qu'au XVIIIe siècle, cette provenance royale et ce lien avec François Ier s'était conservé d'une certaine manière, bien que le livre n'a pas été fait pour François Ier, ne porte aucune trace d'avoir été sa propriété, en dehors du fait qu'on sait qu'il l'ait acheté. Il n'y a pas d'armoirie, il n'y a pas d'emblématique, il n'y a pas de chiffres. Donc, malgré tout, les collectionneurs savaient d'une manière ou d'une autre qu'il y avait un rapport avec François Ier. Et vous voyez que les visiteurs qui illustraient parfois eux-mêmes leurs exemplaires du guide de la description de la villa de M. Walpole ont dessiné, donc dans cette tribune, une dague de style turc. Et ça, c'est assez intéressant pour notre objet. Vous voyez la similitude même sur l'image, qui aurait appartenu à Henri VIII, et le livre qui aurait appartenu à Claude de France. Et c'est intéressant parce que Walpole est un des premiers, effectivement, à avoir cette attitude envers les objets qui sont aussi des souvenirs historiques de personnalité. Et toute sa collection fonctionne beaucoup sur ce thème. Walpole meurt à la fin du XVIIIe siècle. Strawberry Hill est à peu près abandonné par ses descendants. Il n'a pas d'héritier direct. C'est une petite nièce qui hérite de l'ensemble, et ce sont seulement ses fils qui forment toute une génération d'alcooliques qui meurent successivement de cirrhose du foie, qui vend cette collection, mais vraiment un peu à la casse, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire on monte une espèce de hangar en bois dans le jardin de Strawberry Hill et on vide le contenu de la maison. Alors c'est organisé par un commissaire-priseur qui a assez mauvaise réputation à cause de la vulgarité de ses procédés. À l'époque, c'est assez critiqué, et vous voyez donc un catalogue très tapageur avec beaucoup de grandes lettres, de majuscules, de corps gras, où tout est extrêmement emphatique. Et on répète la même attribution à Raphaël de ce petit manuscrit, attribution qui était commentée d'une manière sarcastique par un des membres du club, l'Athénéum, qui a annoté dans son exemplaire « C'est autant par Raphaël le peintre que par Raphaël l'archange », pour dire qu'évidemment, il n'y avait aucun rapport avec Raphaël, comme vous allez le voir. C'est peut-être cette attribution exagérée qui fait que l'œuvre, en fait, a été ravalée et a été comme acquise par Lord Waldegrave, c'est-à-dire un des vendeurs qui l'a gardée dans sa propre collection, ainsi qu'une clochette qui était attribuée à Benvenuto Cellini et qui, évidemment, à cause de son prix très élevé, n'avait pas trouvé preneur. Alors, Horace Walpole était très fier de cet objet et avait inscrit à l'intérieur la manière dont il l'avait acquis. Vous voyez les gardes en soie bleue qui sont probablement une réparation du XVIIIe siècle, peut-être de l'époque de Walpole ou de Mead. Et ici, donc, cette inscription de la main d'Horace Walpole, en latin, évidemment, qui explique
ce que je vous ai lu, c'est-à-dire que ce livre a été fait pour Claude de France, est dû à Raphaël et ses élèves, comme vous voyez la dernière phrase, hein, des Pinxit, Raphaëli, etc., et qu'il l'a acheté à la vente du Dr Mead en 1755. Le Dr Mead est une autre grande figure de ces connaisseurs antiquaires anglais. C'est un médecin qui était chirurgien de George II et qui a rassemblé une extraordinaire collection de monnaies, de médailles et une bibliothèque extraordinaire dont la vente a duré presque 2 mois en 1755, après sa mort, et vu comme une très très grande figure de bibliophile, avec le catalogue en latin rédigé de cette vente, et nous trouvons à l'intérieur de ce catalogue la description en latin, mais pratiquement identique à celle qu'avait faite Walpole, c'est-à-dire d'un livre ayant appartenu à Claude de France et illustré par Raphaël et ses élèves. Voilà la fin de son histoire anglaise. Et pour le retrouver, nous devons maintenant retourner en France et le découvrir dans l'inventaire après décès du cardinal Mazarin en 1661, où il apparaît comme suit: un autre livre d'heures en petit volume écrit sur vélin, avec figure de miniature couvert d'or, enrichi de 2 cornalines gravées sur les 2 couvercles et de rubis et turquoise, estimé 200 livres. Comme vous le savez, Mazarin est peut-être le plus grand collectionneur du XVIIe siècle, collectionneur de tout, de manière un peu compulsive, la plus grande fortune en Europe au XVIIe siècle. Mais beaucoup des processus de la constitution de cette extraordinaire collection restent encore à comprendre dans le détail. Par exemple, on trouve chez Mazarin un certain nombre d'objets qui proviennent des collections royales. Et cette fluidité, disons, qui avait été remarquée par les contemporains, non sans raillerie évidemment, interroge sur les circonstances dans lesquelles Mazarin a pu acquérir d'une manière ou d'une autre ces objets. C'est le cas d'un autre objet qui nous intéresse plus particulièrement parce que ce Benedetto Ramelli faisait aussi des camées pour François Ier, donc exactement à la même époque que celle où a été fait ce petit livre, et que ce vase apparaît dans le trésor de Navarre, où nous allons retrouver aussi ce petit livre. Et il apparaît aussi dans les collections du cardinal Mazarin, mais à la différence du petit livre qui va partir vers l'Angleterre, ce vase va être acquis par Louis XIV. Donc c'est une question un peu lancinante que ce rapport de Mazarin avec les collections royales. Ici, la chose s'affine et se complique d'un autre fait, c'est qu'en fait, ça ne vient pas seulement des collections royales, c'est-à-dire celles qui auraient été celles de Louis XIII, disons, mais ça vient de Marie de Médicis. Et en fait, historiquement, il n'y a guère de contact, pour des raisons de date tout simplement, entre Marie de Médicis et le cardinal Mazarin, puisque après la journée des dupes où elle est obligée de céder le pas à Richelieu et d'abandonner en quelque sorte l'emprise qu'elle essaye d'avoir sur le roi, en 1630, elle quitte la cour, elle va d'abord à Compiègne et ensuite elle fuit en Allemagne où jusqu'à la fin de sa vie en 1642, elle conspire pour essayer de renverser Richelieu, qui meurt d'ailleurs presque en même temps qu'elle. Donc comment Mazarin a-t-il acquis cet objet? C'est difficile à savoir. Il avait d'autres objets de Marie de Médicis, soit qu'il a pu les acquérir à la vente qui a été faite après la mort de la reine à Paris, mais l'hypothèse la plus probable est que cet objet faisait partie des petits objets précieux que la reine avait emportés avec elle lors de son exil, puisqu'elle n'avait plus aucune ressource pour survivre. Et elle avait mis ces objets en gage à Anvers auprès d'un prêteur. Et on sait qu'en 1643, Mazarin envoie 2 de ses créatures pour racheter un certain nombre d'objets, sûrement des bijoux, auprès de ce prêteur anversois. Donc c'est peut-être la manière dont le livre est passé chez Mazarin. Marie de Médicis l'avait tout simplement prélevé dans les collections royales, augmenté de ce que Henri IV avait fait revenir
du trésor de Navarre, qui était dans la forteresse de Navarinx. Et donc on retrouve, on a un inventaire de ces biens venus de Pau à Fontainebleau, et nous retrouvons donc ce livre d'or où sont enchâssés aux deux côtés de grandes cornalines, etc. Donc vous reconnaissez comme notre livre. Et le précédent document donc, nous renvoie en Navarre, cette fois dans l'inventaire de Jeanne d'Albret en 1561, où il est décrit comme suit: une paire d'heures garnie d'or, le couvert de cornaline gravé d'une Sainte Barbe d'un côté et d'une Sainte Catherine, enrichi de rubis et de turquoise, un crucifix, un Saint François et un Saint Jérôme sur le dos du livre. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet inventaire très complet du château de Pau, on voit aussi d'autres objets du même type. Et je vais vous en donner un exemple. Par exemple, une heure au pluriel, couverte d'or en émail, où il y a d'un côté le baptême et de l'autre la circoncision. Un autre livre d'heures qui a un couvercle en agate enchâssé en or. Une petite paire d'heures, le couvercle de cristal garni d'or, faite à la mauresque rouge et vert. Une petite paire d'heures d'or faite de fils émaillés, de petites roses et de plusieurs couleurs. Donc, évidemment, ce genre de document nous en dit aussi long sur la relation qu'on pouvait avoir avec ce genre d'objet, qui n'est évidemment pas le missel des dimanches dont on n'a qu'un seul exemplaire et qu'on emporte avec soi à la messe, mais qui fait partie d'un ensemble d'objets précieux possédés par une princesse. Et parmi ces objets apparaissent également un certain nombre de pendentifs comparables à celui-ci, qui sont décrits comme des piliers, qui est le terme habituel au XVIe siècle, un pilier d'agate enchâssé en or sur lequel se ouvre, et il y a dedans une Notre-Dame émaillée en blanc, avec un étui bien petit, un pilier fait comme une custode où il y a 3 sibylles autour, un Christ d'or ressuscité en forme de pilier, un pilier d'or émaillé de noir, et il y a dedans un évangile qui se tire. Donc vous voyez toutes sortes de petits objets qui sont entre la dévotion et le gadget. Et un pilier d'or auquel il y a dedans un Dieu battu élevé. Et donc c'est ce qu'on a proposé d'identifier à celui-ci, puisque un Dieu battu, c'est le Christ de la flagellation, et élevé voudrait dire qu'il est en relief. Et évidemment, pour en arriver au premier possesseur et à l'acquéreur de cet objet, c'est François Ier, que vous voyez ici dans le portrait, donc, qui est contemporain de cet achat, qui, en 1538, acquiert, ou en tout cas paie, donc c'est plutôt un achat fait précédemment, tout un ensemble de bijoux à un marchand joaillier qui est décrit comme suivant la cour, tout un ensemble de bijoux, un collier de velours noir orné de rubis, de perles, des chaînes d'or, un miroir d'argent orné de pierres précieuses et de plumes, une chaîne enrichie de perles, des patenôtres, donc des chapelets en or émaillé, un livre d'heures écrit en parchemin enrichi de rubis et turquoise, couvert de 2 grandes cornalines, etc., donc c'est le nôtre, et un second livre d'heures orné de diamants, de rubis et d'émeraudes. Donc, à la fois, c'est important de comprendre bien cela, c'est que s'il est exceptionnel que cet objet soit conservé, il appartient à toute une production dont nous ne connaissons plus rien. Donc, il faut aussi le comprendre comme partie d'un type d'objet qui était même très précieux, mais relativement fréquent. Alors, pour en dire un mot de la provenance du signet lui-même, dont je ne vous ai pas parlé dans les précédentes à propos de Walpole et des autres, en fait, il est aussi en Angleterre au XVIIIe siècle, dans la collection de Margaret Cavendish, qui était duchesse de Portland, qui est une figure aussi d'intellectuelle extraordinaire. Elle était membre de la Blue Stocking Society, vous savez, cette société qui promouvait les femmes écrivains, les femmes savantes. Et elle fut la plus grande collectionneuse d'histoire naturelle en Angleterre au XVIIIe siècle, de coquillages, de fossiles, de plantes, tout ce qui est un goût extrêmement, évidemment, original. À sa mort, la collection est entièrement vendue avec un grand nombre de vacations, intitulée Portland Museum, comme le Mead Museum que vous avez vu tout à l'heure. Et une planche gravée par George Vertue nous indique qu'effectivement cet objet était bien la possession de la duchesse de Portland. Vous le retrouvez ici très précisément
décrit. Il a été acquis à la vente par l'un de ses héritiers, selon le processus que j'ai déjà décrit, et on ne sait pas exactement comment ensuite il est passé de main en main jusqu'à la fin du XIXe siècle. Bon, la dernière image, juste pour vous rappeler que la duchesse de Portland fut la propriétaire du vase Portland, ce grand camée de verre qui est des objets de l'Antiquité plus extraordinaire que l'on conserve, qui est au British Museum aujourd'hui et qui était sur le frontispice, comme vous le voyez ici, du catalogue de la vente et de ses collections. Alors, pour en venir au livre lui-même, de quoi s'agit-il? Donc, il s'agit d'un livre d'heures. Un livre d'heures, c'est l'équivalent du bréviaire pour les laïcs. C'est un recueil de prières qui, normalement, accompagne les différents temps de la journée, qui sont ici au nombre de 8, les matines avant le lever du soleil, les laudes au lever du jour, et ensuite les heures qui sont numérotées prime et tierce, donc 3 heures plus tard, sexte, nonne, les vêpres, plus familières peut-être, et les complis avant le coucher du soleil qui marquent la fin de la journée de prière dans un monastère. Donc cet usage qui est d'origine monastique a été adopté par les laïcs qui pouvaient réciter les textes afférents à ces différents moments, mais qui changent évidemment avec le temps liturgique, avec le type de fête, etc. Donc il ne s'agit pas d'un livre d'heures complets, ils ne le sont jamais, mais des fêtes principales, en particulier l'office de la Vierge, ce qu'on appelle l'office de la Vierge, donc ce qu'on lit les jours des fêtes de la Vierge et d'autres offices, l'office des morts, etc. Alors, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Le livre possède 16 enluminures que vous voyez ici et qui accompagnent le texte que vous voyez à l'écran. Donc, ils sont principalement des psaumes tirés de l'Ancien Testament. À l'intérieur de ce livre, donc, je vous montre ici le détail de cette page qui montre ces anges tenant des armoiries. Et vous voyez que le champ des armoiries a été laissé vide, ce qui va évidemment confirmer ce que nous savons, c'est-à-dire que ça n'a pas été commandé par François Ier, ni fait pour lui, qu'il a acheté chez un marchand un objet déjà fabriqué, et qu'on n'a même pas pris le soin de peindre des armoiries dans cette écu. Alors, pour dire un mot de la peinture de ce manuscrit, puisque c'est aussi pour cette raison, et principalement pour cette raison, qu'il figure à l'exposition, à la très belle exposition François Ier, qui présentée dans le hall Napoléon, c'est en particulier pour ses rapports avec cette figure très importante qui est en cours de reconstruction de Noël Bellemare, ce maniériste anversois actif à Paris sous François Ier, auquel on attribue beaucoup de choses, disons, à la fois parce que son nom remplace des groupes stylistiques qui ont été formés par les historiens de la peinture de manuscrits. Par exemple, là je crois que le rapprochement est tout à fait évident avec cette crucifixion de Londres, où non seulement la palette, mais cette manière de fermer un peu les figures aux pieds, comme ça en fuseau, la manière particulière, très délicate, un peu presque velue, dirait-on, de faire les rehauts de couleur claire sur la draperie, et ces petits mouvements un peu vermiculés de ces draperies, tout ça se retrouve, je pense, de manière tout à fait comparable, en tout cas, entre ces deux manuscrits. Mais ce n'est pas toujours aussi évident. Par exemple, vous voyez toujours, donc, de mon côté, Saint Jean à Patmos qui ouvre ce livre qui est du style tout à fait comparable au calvaire que vous avez vu. Mais vous voyez ici, dans un autre ouvrage qui est attribué à ce même groupe de Noël Bellemare, que malgré la proximité de la composition, c'est un autre, manifestement, un autre peintre, une autre main. Alors, ce manuscrit se répartit en fait très également entre 3 peintres différents, notre manuscrit, donc ce Noël Bellemare, disons, dans l'état de la connaissance, un deuxième peintre
qui est un peintre brouillon, je dirais, donc qui beaucoup plus rapide. Il faut avoir à l'esprit qu'évidemment tout cela est extrêmement agrandi à l'écran et ça fait juger de la qualité évidemment différemment, mais vous voyez avec des types, espèce de gros visages un peu rapidement faits, surtout cette manière d'enrichir la peinture qui est un peu frustre de ces brocards rapides qui donnent à l'ensemble un caractère plus riche que n'est la peinture elle-même. Vous voyez par exemple le rideau qui est orné de ces petites boucles qu'on voit ce peintre tout le temps faire. Un peintre qui est un peu entre ce Bellemare et l'autre, le dernier peintre, le plus curieux, qui travaille dans ce manuscrit, qui est, lui, un peintre tout à fait maniériste, délibérément bizarre, vous voyez, avec une palette complètement différente, avec ses couleurs à la fois stridentes et très sombres, qui sont tout à fait inhabituel dans la peinture de manuscrits, ou même, évidemment, l'épisode de Lot fuyant Sodome se prête à ce cadrage très dramatique, mais même la nativité, vous voyez, prend des accents tragiques pratiquement, avec ces effets de torche, cette grande figure qui remplit complètement le champ de l'image, donc toute une recherche d'étrangeté, de bizarrerie dans la composition qui s'inscrit bien dans ces recherches nouvelles de la peinture en général dans les années 1530. Pour finir sur cette question du groupe Bellemare, vous voyez combien certaines feuilles dans notre manuscrit, par exemple cette belle Bethsabée qui reçoit le message du roi David avec cette pergola très légère et ce bâtiment à l'italienne derrière, est différent de ce que fait l'atelier de Noël Bellemare, dont on connaît plusieurs exemplaires de cette Bethsabée, que ce soit la composition, l'architecture et simplement même le sentiment qui s'en dégage. Mais évidemment, ce n'est pas le manuscrit qui fait que cet objet, nous projetons d'acquérir ce livre pour le Louvre, c'est évidemment sa reliure, au premier chef pour ces deux grandes cornalines qui ornent la reliure, donc qui sont d'une taille, c'est une variété d'agate si vous voulez, d'une taille tout à fait exceptionnelle, gravée en intaille, en creux. Ce qui explique, par exemple, on l'a découvert seulement à la répétition hier, parce que c'est vraiment tellement petit que INRI sur la croix est écrit à l'envers, comme sur un sceau, c'est-à-dire comme si on pouvait utiliser l'intaille pour faire une empreinte et voir le texte à l'endroit. Alors, vous voyez que sur cette grande cornaline, le Christ en croix est encadré de deux saints, comme c'est décrit dans l'inventaire de Jeanne d'Albret, Saint Jérôme d'un côté et Saint François, une iconographie un peu curieuse, puisque en même temps, le lapidaire a montré comment le saint recevait les stigmates. Vous voyez ces espèces de cordes, ces fils qui vont des plaies du Christ aux plaies dans les mains, les pieds et le côté de Saint François, qui forment ces espèce de forme sinueuse un peu étrange, représente cette stigmatisation de Saint François. Ce n'est pas du tout l'iconographie normale, puisque normalement c'est une sorte de chérubin ailé qui apparaît et duquel des rayons tombent et frappent les membres de Saint François. De l'autre côté, nous avons la Vierge qui trône avec l'enfant sur ses genoux, une petite inscription qui est dans le bon sens, qui dit « Mère de Dieu, souviens-toi de moi », et encadré de deux saintes, Sainte Barbe avec sa tour, ici, et de l'autre côté, Sainte Catherine avec sa roue. Sainte Barbe, Sainte Catherine, Saint Jérôme et Saint François sont parmi les saints les plus populaires de la fin du Moyen-Âge et du XVIe siècle. Et le culte, surtout des deux dernières, de Sainte Catherine et Sainte Barbe, dont les vies sont largement légendaires, vont être bien entamés par la contre-réforme et le Concile de Trente. Mais c'est aussi caractéristique d'un objet qui était fait pour le marché ouvert, en quelque sorte, et pas pour un commanditaire particulier, que de présenter ces saints très populaires, très consensuels, enfin pour lesquels la dévotion était assez naturelle. Alors, on a proposé, vous voyez qu'en plus, ces grandes cornalines sont complétées de 4 têtes de chérubins, également en cornaline, qui sont dans la monture.
Alors on a rapproché l'exécution de ces deux grandes cornalines du nom de Matteo del Nazzaro. C'est un cas un peu critiquable méthodologiquement lorsque nous avons des sources qui nous parlent beaucoup d'un personnage et que nous avons un objet duquel nous ne savons rien, de penser qu'il y a évidemment une relation entre les deux. Parce que ce Matteo del Nazzaro, il vient d'un petit village à côté de Vérone qui s'appelle Nazzaro. Il a pris... son père était cordonnier, donc le patronyme vient de là. Et c'est un graveur de pierre dure qui a fait presque toute sa carrière à la cour, auprès de François Ier. Et il est très bien connu à la fois par une vie, par ce qu'en raconte Vasari, d'une part, et d'autre part par les nombreux paiements, les rentes qu'il reçoit du souverain. Donc on a beaucoup d'informations sur lui. La seule chose qu'on n'ait pas, c'est d'œuvres de lui, ce qui est quand même évidemment dommage. La seule chose qu'on puisse lui attribuer avec quasi-certitude, c'est cette épreuve pour un teston ici réalisé en or, qui est à la Bibliothèque nationale. Donc on sait qu'il a gravé un portrait, donné un modèle pour un coin d'une monnaie qui finalement n'a pas été réalisée, mais on sait qu'il a reçu une certaine quantité d'or qui correspond au poids de cet objet. Donc on est à peu près certain que c'est un des projets de monnaie fait par Matteo del Nazzaro. Et c'est sur la base de la similitude de sujet qu'on lui a attribué depuis le XVIIIe siècle, c'est Mariette qui le fait dans son traité des pierres gravées, une intaille qui représente François Ier, bien qu'il n'y ait vraiment aucun rapport stylistique entre cette épreuve en or et cette intaille qui est d'ailleurs d'une qualité tout à fait moyenne, enfin pour ne pas dire médiocre. Alors sur la base de cette première attribution, on lui donne aussi une autre pierre qui n'est pas une intaille mais un camée conservé aussi à la Bibliothèque nationale, dont vous voyez qu'en tout cas, si c'est la similitude du traitement des détails qui permet de fonder ces attributions, on a le droit de ne pas être convaincu, car entre le caractère presque incertain et assez mou de l'intaille et le caractère excessivement dur au contraire du camée, je crois qu'il n'y a pas grand-chose en commun. Et pour terminer avec cette figure de Matteo, qui est vraiment une figure assez fascinante, je pense que s'il y a quelque chose qu'on pourrait lui attribuer, c'est ce petit camée qui représente François Ier, qui se trouve dans une collection particulière, parce que c'est des rares, peut-être un des seuls camés que je connaisse pour le XVIe, qui correspondent exactement à ce que décrit Vasari de l'art de Matteo. Il raconte comment, justement à partir d'un morceau de cailloux, de jaspe trouvé dans une rivière, il avait réalisé un camée représentant Déjanire et utilisé la couleur de la pierre pour montrer la partie écorchée de la peau de lion qui se trouvait sur sa tête, et utiliser une autre couche pour montrer la couleur de ses cheveux et le blanc dans le visage. Donc il y avait comme trois couleurs, le visage blanc, la chevelure d'une couleur moyenne et ce rouge sanglant utilisé pour la peau, l'intérieur de la peau du lion. Et il est vraiment tout à fait exceptionnel de voir, évidemment, l'utilisation des couches dans un camée va de soi, mais vous voyez, c'est pas un morceau incrusté, c'est vraiment juste la manière d'avoir taillé à l'intérieur de la pierre. Et en plus, ça représente François Ier, donc là, on peut peut-être imaginer qu'il s'agit de la main de Matteo, surtout que je crois que stylistiquement, d'ailleurs, ça fonctionne beaucoup mieux. En tout cas, nous ne le savons pas et il n'est pas sûr que nous le sachions un jour. On doit également être prudent, ne serait-ce que par la quantité de noms que nous avons pour des gens qui produisent des objets similaires, qui sont connus par les contes. En premier lieu, Benedetto Ramel, Bénédicte Ramel, dont vous avez vu le vase qui appartenait à Mazarin, qui livre vers 1538, à la même date, un grand camée de mer et d'onde, un autre camée de Galatée, un autre de Neptune, un autre de Saint-Michel, et un portrait du roi. Regnault d'Année, un marchand joaillier qui livre aussi des objets similaires. Laurent Giron, qui livre peu avant un tableau d'or à lentilles couvré des deux côtés, auquel il y a un camée d'agate en forme de madeleine qui tient une perle en la main comme une boîte. Guillaume Hérondel, qui est un lapidaire suivant la cour, Pompeo Targoni, qui livre trois grands
camées garnies d'or et différentes bagues avec des camées. Donc, rien qu'en examinant les comptes du roi seul, on se rend compte qu'il y a une quantité de protagonistes de la taille des pierres dures, des Italiens, mais pas seulement, aussi des gens avec des noms peut-être français ou flamands. Le dernier aspect de cette reliure, c'est évidemment l'or émaillé orné de pierres, de pierres précieuses, donc des rubis et des turquoises, vous voyez, dans cet effet de pavage, sur un fond d'émail noir. Un choix tout à fait original et même surprenant dans l'orfèvrerie et la joaillerie française du temps et même européenne, puisque la turquoise, qui est une pierre semi-précieuse, en général n'est pas mélangée avec le rubis et n'est même pas tellement utilisée du tout. Mais c'est une association que nous trouvons par contre de manière tout à fait classique dans les objets ottomans. Et évidemment, si on songe politiquement à l'alliance de François Ier et de Soliman à cette date, à la vogue des objets à la façon turque, qui sont d'ailleurs mentionnés dans les inventaires comme tels, un poignard à la façon de Turquie, par exemple, et d'autres objets que je ne peux pas citer ici, et vous retrouvez exactement cette même idée, par exemple, dans ce casque daté du milieu du XVIe siècle, mais de manière assez imprécise, qui est à Topkapi, vous voyez, avec l'alternance des rubis et des turquoises, et surtout ce fond émaillé noir, avec ces motifs de rinceaux, arabesques, un peu parfois apparentés à la mauresque, donc qui rentrent aussi dans l'esthétique de ce genre d'objet. Vous montrer un autre exemple, une masse d'armes également conservée à Topkapi, avec la même alternance de rubis et de turquoise, en sachant qu'évidemment ces échanges se font dans les deux sens, puisque autant sur notre livre, le fait que les pierres ne soient pas taillées à facettes, comme c'est le cas dans la joaillerie européenne, ni même polies en cabochon, comme dans l'orfèvrerie médiévale, mais laissées comme des bonbons sucés, j'ai envie de dire, presque bruts, à peine dégrossis. C'est une chose qu'on voit dans l'orfèvrerie justement ottomane. Et avec ce type de monture en batte, qui ne sont là encore pas européens à cette date, mais vous voyez par exemple que sur cette masse de Topkapi, donc un objet typiquement ottoman, la monture des pierres n'est pas une monture ottomane, mais une monture en quelque sorte à l'européenne, avec ces lobes, vous voyez, qui correspondent exactement à la manière de monter les pierres sur les bagues au milieu du XVIe siècle. Donc on voit qu'il y a ces échanges d'objets précieux, ces échanges de formes dans ces années du première années du XVIe siècle, et cet objet était vraiment un témoignage presque unique de ce fait qu'on peut vérifier par les sources. Alors, nous savons que François Ier l'achète en 1538, mais pour qui ? Dans la mesure où ce petit livre d'heures, qui par sa taille et son caractère précieux est plutôt un objet féminin, n'était pas destiné au roi lui-même. Alors, les premiers travaux sur cet objet ont laissé penser naturellement qu'il s'agissait de Marguerite d'Angoulême, la sœur de François Ier, puisqu'elle est devenue reine de Navarre, comme je vais vous le dire, et qu'on trouve donc ce livre en 1561 dans l'inventaire, non pas de Marguerite, mais de sa fille, Jeanne d'Albret, au château de Pau. Il ne faut pas confondre cette Marguerite de Navarre avec évidemment la Marguerite de Navarre qui va épouser Henri IV bien plus tard. Avant d'être reine de Navarre, elle était duchesse d'Alençon. Et déjà, dans cette période de sa vie, elle avait associé à sa cour Clément Marot, donc le grand poète protestant, et était très proche des idées de la Réforme, même si elle n'a jamais franchi le pas de se convertir complètement. Elle était proche en particulier du Cénacle de Meaux, vous savez, dominé par Guillaume Brissonnet, qui était aussi l'évêque de Meaux et son directeur spirituel, et qui fit imprimer la première Bible en français, donc dans les années 20 du XVIe siècle. Donc elle est dans ce milieu, évidemment, qui ne paraît pas extrêmement propice à ce qu'on offre à cette femme, un petit livre avec l'office de la Vierge à l'intérieur.
D'autant moins que non seulement c'est aussi une intellectuelle, comme vous le savez, auteur de traités à la fois de spiritualité ou d'ouvrages réflexifs, à côté de l'Heptaméron, donc ce recueil de nouvelles imitées de Boccace. Et en fait, si nous nous approchons de la date qui nous concerne, donc nous sommes après son mariage avec le roi de Navarre, Henri II d'Albret, en 1527, après avoir été veuve du duc d'Alençon. Il faut savoir que la Navarre, à cette date, est évidemment un royaume indépendant qui est allié de la France de François Ier. Et Henri II d'Albret avait été un compagnon de François Ier à Pavie. Il n'a pas été capturé comme le roi, mais il a réussi à s'échapper. Et au retour de la captivité, les deux hommes se sont mieux connus à l'occasion de cette campagne. Et c'est au retour de la captivité du roi que la sœur du roi épouse le roi de Navarre. Donc, en 1534, l'affaire des placards. Donc, c'est un texte rédigé par un calviniste qui s'appelle Antoine Marcourt et qui dénonce la messe catholique comme étant contraire aux volontés de Dieu et du Christ telles qu'elles sont exposées dans les Écritures. Vous voyez le titre, « Article véritable sur les horribles, grands et importables abus de la messe papale ». Ce texte, évidemment très polémique, a été placardé, d'où le nom d'affaire des placards, partout dans Paris et dans d'autres villes où résidait la cour, et jusque sur la porte du roi au château d'Amboise, ce qui a fait que le roi a immédiatement procédé à des arrestations et des exécutions, des gens qui ont été brûlés pour ça, ce qui évidemment était compliqué un peu sa politique extérieure, puisqu'il était à la fois allié aux Turcs et il cherchait à s'allier aux princes protestants contre Charles Quint, donc de diviser l'empire de Charles Quint contre l'empereur. À partir de ce moment de l'affaire des placards, qui marque vraiment un tournant quand même dans le développement de la réforme en France, Marguerite quitte la cour, elle se retire en Navarre ou dans d'autres lieux, mais en tout cas, elle a une vie plus indépendante de celle de son frère. Et c'est ce que décrit Théodore de Bèze, donc le grand historien de la Réforme française, qui dit justement après 1534, « Le plus grand mal fut que la plupart des grands commença lors de s'accommoder à l'humeur du roi, et peu à peu s'éloignèrent tellement de l'étude des saintes lettres, c'est-à-dire des Écritures, que finalement ils sont devenus pires que tous les autres. Voire même la reine de Navarre commença de se porter tout autrement, se plongeant aux idolâtries comme les autres, non pas qu'elle approuvât telle superstition en son cœur, mais d'autant que Ruffy et autres semblables lui persuadaient que c'était chose indifférente. » Donc la reine de Navarre ne va pas embrasser le protestantisme, elle va soutenir et protéger les protestants qui fuient les persécutions en Navarre, mais par respect pour son frère, ne fera pas de la Navarre pour le moment un royaume protestant, ce sera sa fille qui le fera. Donc, vous voyez que vraiment Marguerite de Navarre ne peut pas être le premier, le destinataire de ce cadeau. Alors, comme l'a suggéré ma collègue Michel Bamenet, c'est plus probable que ce soit Jeanne d'Albret, dans l'inventaire de laquelle nous retrouvons ce livre d'ailleurs en 1561. Jeanne d'Albret est la fille de donc Marguerite d'Angoulême et Henri II d'Albret. C'est la seule descendante du couple, c'est donc l'héritière présomptive de cette couronne de Navarre, tellement importante, c'est un tout petit royaume, mais qui est évidemment entre l'Espagne de Charles Quint et la France de François Ier. Le couple a eu un premier enfant, le couple a eu d'abord la petite Jeanne d'Albret qui est née presque immédiatement, après le délai décent après le mariage, 9 ou 10 mois après le mariage, Jeanne d'Albret est née à la cour à Saint-Germain-en-Laye. Elle a été suivie d'un petit frère, mais qui n'a pas vécu, et c'était le seul enfant viable de ce couple, ce qui fait qu'en 1538, la seule héritière du trône de Navarre, et de manière un peu définitive, c'est Jeanne d'Albret. C'est en 1538, elle a 10 ans, donc c'est une très bonne date pour recevoir de son oncle un cadeau digne d'une petite princesse. La mignonne de deux rois, comme l'appelle Clément Marot, la mignonne de son père, Henri II, et la mignonne de son oncle, François Ier. Et si on regarde plus à la loupe ce petit texte de Marot,
qui sont une étrenne, donc des vœux qui sont faits probablement en 1538, justement. Il dédie ce court poème à Madame la princesse de Navarre, c'est-à-dire à Jeanne. « La mignonne de 2 rois, je voudrais qu'eussiez un beau petit frère et 2 ans de votre mère, voire 3. » Donc qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment qu'on aurait préféré qu'elle ait un petit frère pour hériter de la couronne de Navarre, parce que le frère peut épouser qui il veut, mais là, c'est qui l'épousera qui deviendra roi de Navarre. C'était très... Évidemment, ça préoccupait beaucoup François Ier. Et pourquoi... Et 2 ans de votre mère, voire 3, c'est qu'évidemment, elle n'avait que 10 ans à l'époque. Donc, on ne pouvait pas encore la marier, on pouvait promettre de la marier. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait fait son père en pensant la marier avec un enfant espagnol, malgré son alliance avec François Ier. Donc, le roi de Navarre voulait ménager la chèvre et le chou, et étant d'un côté marié avec la sœur du roi, mais quand même avoir sa fille mariée avec la descendance de Charles Quint. Et donc, on ne pouvait pas la marier en 1538. François Ier décide de la garder avec lui à la cour, donc de la soustraire à l'influence de ses parents, à la fois pour cette question de politique internationale et aussi pour les questions religieuses que nous venons d'évoquer. Les parents, Henri II et Marguerite, et la met en résidence en quelque sorte, enfin un petit peu surveillée, cette petite fille, au château de Plessis-les-Tours, donc qui était le château préféré de Louis XI, mais un château un petit peu sinistre apparemment au début du XVIe siècle. Et donc nous sommes en 1538 à la date où peut-être, probablement, Jeanne d'Albret a reçu ce livre de son oncle, donc qui n'est pas seulement un cadeau fait à une petite parente, mais prend un autre sens, évidemment, dans le contexte de ce changement dans la vie de cette princesse. Et quelques années plus tard, après l'avoir gardée sous sa coupe, il décide de la marier de force à Guillaume de Clèves, donc un de ces princes allemands dont il veut se concilier les bonnes grâces. Et Jeanne ne veut pas, et c'est très étonnant parce qu'on a beaucoup de documents écrits même à la première personne, et même si elle est peut-être manipulée par d'autres gens, c'est quand même extraordinaire de voir qu'à 13 ans, elle écrit une protestation le jour de son mariage, que je vais vous lire. « Moi, Jeanne de Navarre, et que voyez et connaissez, je suis contrainte et forcée tant par la reine ma mère que par ma gouvernante au fait du mariage poursuivi du duc de Clèves et de moi, et que aussi voyez comme l'on veut, contre mon vouloir, faire quelque solennité de ce mariage, que je dis et déclare, que je persévère en ma dite protestation faite devant vous le jour des prétendues fiançailles entre le dit duc de Clèves et moi, et autres protestations que j'en ai par-ci devant faites, tant de paroles que par écrit, et que la dite solennité et toute autre chose qui seront faites seront contre mon vouloir, et qu'elles sont nulles, comme falottes, ou consenties par force ou contrainte, nous appelant ainsi à témoin et priant de signer la présente avec moi, espérant avec l'aide de Dieu qu'elle me servira quelquefois. Donc, vous voyez, elle écrit au roi pour dire, voilà, elle a écrit plusieurs fois des textes de ce genre. Et effectivement, le jour du mariage qui s'est déroulé à Châtellerault, et qui a été fait vraiment d'une manière absolument somptueuse, puisque on savait que le récit de la fête serait colporté dans les cours d'Europe, et on a dit que ça avait même éclipsé le sacre de Charles Quint à l'époque. Donc il y a eu des tournois, des petites scènes dans les bois avec des personnages mythologiques déguisés, enfin bon, une chose absolument extraordinaire. Mais la principale intéressée n'était pas d'accord, et donc elle a simplement refusé de marcher jusqu'à l'autel. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est Brantôme, dans la vie des femmes illustres, donc qui parle de Marguerite, et qui nous dit ceci. Le jour que Madame la princesse de... Oui, pardon. Je dois dire auparavant que le connétable de Montmorency avait dit à François, qui était contre la faction du royaume de Navarre, avait dit à François Ier que s'il voulait exterminer les hérétiques, il fallait qu'il commence à la cour, et je cite, lui nommant la reine sa sœur, à quoi le roi répondit, ne parlons point de celle-là, elle m'aime trop, elle ne croira jamais que ce que je croirais et ne prendra jamais de religion qui préjudicie à mon état. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé d'ailleurs, mais vous voyez les relations, évidemment, Marguerite de Navarre ne pouvait pas ignorer ce fait. Donc, le jour que Madame la princesse de Navarre fut mariée avec le duc de Clèves à Châtellerault, ainsi qu'il a fallu mener à l'église d'autant qu'elle était chargée de pierreries et de robes d'or et d'argent, et pour ceux, pour la faiblesse de son corps, n'eussent su marcher, le roi commanda à monsieur le connétable de prendre sa petite nièce au col et la porter à l'église, dont toute la cour
s'en étonna fort pour être une charge peu convenable et honorable en telle cérémonie pour un connétable, et qu'elle se pouvait bien donner à un autre, de quoi la reine de Navarre n'en fut nullement déplaisante, et dit « Voilà celui qui me voulait ruiner autour du roi, mon frère, qui maintenant sert à porter ma fille à l'église. » Et quand le connétable, sortant de cette épreuve, a dit « ma faveur est terminée ». Voilà, et c'est ce qui s'est produit pour d'autres raisons. Le mariage, comme la mariée était très jeune et très réticente, on a quand même eu la décence de mettre le jeune époux à la porte à la soirée des noces, donc il est rentré en Allemagne, et le mariage n'a jamais été consommé, ce qui a permis de l'annuler en 1545, une fois que finalement Guillaume de Clèves a décidé qu'il ne serait plus allié à François Ier, donc on a remballé la princesse avec l'accord. Et effectivement, après ce mariage, elle épousera Antoine de Bourbon en 1548, qui sera le père du futur Henri IV, à qui elle a transmis cet objet. Elle devient reine de Navarre en 1555, elle devient protestante officiellement en 1560, protestante très militante, et c'est elle qui sera vraiment la cheville ouvrière du mariage de son fils Henri IV avec l'autre Marguerite de Navarre, qui est une petite fille de François Ier. Donc, vous voyez que ce livre qui est comme ça passé de main en main et qui a comme miraculeusement survécu à ces destructions innombrables des collections royales et en particulier des objets précieux, permet aussi d'évoquer tout ce moment particulier de l'histoire de la France au seuil de ces guerres de religion dans laquelle d'ailleurs Jeanne d'Albret va jouer un rôle tout à fait capital. Merci.